Prendre soin de sa santé, c'est une question de nécessité. Et avec l'activité physique, il faut aussi penser à son alimentation. Une alimentation équilibrée, par exemple, avec 5 fruits et légumes par jour. C'est ce qu'on entend. On peut certainement aller plus loin et il y a certainement d'autres méthodes qui existent. 30 minutes pour parler de l'alimentation en règle générale. C'est la Loire en question et c'est sur RCF. Et pour répondre à ces questions, je suis aujourd'hui avec Julien Rochat, fondateur d'Alimentation Positive. Bonjour. Bonjour Clément. Un site internet qui vous aide justement à bien manger et qui se pose des questions justement. Alors c'est vrai qu'on peut attaquer par une statistique, Julien, qui fait réagir. 95% des gens qui entament une perte de poids échouent dans l'année. Ouais, c'est assez catastrophique et c'est le coup de gueule que j'avais envie de passer. Je vous remercie déjà pour votre invitation. Je pense que c'est important de parler de ça parce que c'est lamentable, je trouve, comme statistique. Ça veut dire que la plupart des gens qui entament une démarche de perte de poids n'y arrivent pas, ne trouvent pas de solution adaptée, ne trouvent pas de réponse adaptée à leurs problématiques. Et comme je l'expliquais hors antenne, ça crée beaucoup de souffrance, tout ça. Parce que les gens finissent par croire que c'est un problème de volonté, que le problème vient d'eux, que c'est eux qui ne font pas les bonnes choses, etc. Alors que bien souvent c'est un problème de méthode. Oui, ça veut dire que effectivement ces méthodes elles sont diverses et variées, c'est-à-dire qu'on peut parler de régime, on peut parler de barquette alimentaire aussi, etc. Est-ce que ça c'est pas des bonnes solutions finalement? Par exemple le régime privatif, on va dire on mange plus tel et tel aliment, etc. C'est pas des bonnes choses? Non, c'est pas des bonnes choses parce que si on doit changer son régime alimentaire parce qu'il est déséquilibré, c'est important de le faire dans la réalité de sa vie. On peut pas avoir une bulle, une espèce de parenthèse dans sa vie où tout d'un coup on va manger différemment parce que le jour où cette bulle éclate ou le jour où on arrête d'acheter des barquettes toutes faites ou des choses comme ça, on se retrouve confronté au même problème qu'avant. Donc il faut que la démarche de manger plus sainement, pour reprendre en main le contrôle de son poids, il faut que ça se soit confronté à la réalité de la vie. Si on a des déplacements professionnels, si on mange au restaurant, si on a une vie sociale, voilà, c'est important qu'on puisse être en bonne santé tout en vivant normalement avec les autres, etc. Il y a des gens qui font effectivement ce qu'on appelle le yo-yo un peu toute leur vie. On perd du poids, on en regagne, on repère du poids, et puis on en regagne un peu plus parce qu'à chaque fois qu'on en perd, on en regagne plus. Tout ça, et effectivement, c'est dû justement à ces formes de méthodes qui sont pas adaptées. Exactement. C'est à chaque fois une vision court-termiste des choses. Pour parler de manière un peu crue, n'importe quelle méthode à court terme peut fonctionner. La pire méthode du monde, la moins scientifique, la plus bizarre, la plus anachronique, tout ce qu'on veut, ça peut fonctionner à très court terme. Si vous avez un programme de perte de poids sur 2 mois, sur 3 mois, n'importe lequel peut fonctionner. Ce qui est important, c'est de voir à long terme. C'est pour ça que c'est primordial de se projeter au moins sur une année. Oui, c'est le minimum, 1 an. C'est se dire que pendant 1 an, on se prive pas dans votre méthode, l'alimentation positive comme on dit, il n'est pas question de se priver. Non, surtout pas. Il faut pas du tout qu'on ait faim déjà. C'est-à-dire qu'il faut pas manger des mini portions. Ça c'est la grande erreur quand on veut perdre du poids. On se met à diminuer la taille de ses assiettes. Le problème c'est que ça envoie un signal très négatif au corps. Biologiquement, le corps se sent un peu en danger parce qu'il se dit, mon Dieu, il y a moins à manger, donc qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce qu'il y aura une famine bientôt? Et puis psychologiquement, le cerveau aussi se sent un peu lésé et commence à anticiper des éventuels problèmes supplémentaires qu'il pourrait y avoir. Et quand le corps se sent en danger, il a une réponse toute faite, c'est de grossir. Le poids, le surpoids, c'est une manière pour le corps de se protéger des aléas qui pourraient venir dans le futur. Donc en fait, la graisse, c'est quelque chose qui a été un outil formidable pour notre survie en tant qu'espèce Homo sapiens durant notre évolution. Et il faut comprendre que quand on met son corps en danger ou quand on fait croire à son corps qu'il est en danger, il va se mettre à grossir. C'est pour ça qu'on peut se retrouver avec certaines personnes, par exemple, qui ont des régimes alimentaires très restrictifs pour perdre du poids et qui malheureusement vont quand même se mettre à prendre du poids. Oui, parce que finalement, on l'a compris, le corps se sent en danger. Est-ce que, du coup, c'est aussi le problème des régimes, c'est-à-dire qu'on va arrêter quelques aliments, etc., puis au bout d'1 an, on reprend
ces aliments qu'on avait arrêtés pendant un an, et là le corps comprend plus non plus? Tous ces changements-là, effectivement, ça peut être des signaux qui perturbent un petit peu le corps. Il y a un élément qui est important de comprendre, c'est la notion de métabolisme. Le métabolisme, c'est un petit peu la puissance de notre moteur interne, comme la puissance fiscale d'une voiture, par exemple, on pourrait dire. Si on a un métabolisme élevé, un métabolisme haut, alors on peut le voir quand on transpire, on a chaud, etc. Ça, c'est le signe qu'on a un métabolisme élevé. Et quand on a un métabolisme bas, on est un peu frileux, on a froid au bout des membres, etc. Ça, c'est le signe que notre corps, en fait, prend très peu d'énergie pour fonctionner. C'est-à-dire qu'il se met en mode réserve, en mode économie. Et là, on prend du poids. Donc, quand on change de manière un petit peu trop brutale son alimentation, ou qu'on a une alimentation qui n'est plus variée, ou alors quand on ne mange plus à sa faim, en comptant les calories, ou en mangeant des mini-portions, on se retrouve à diminuer son métabolisme, ce qui nous fait grossir. Donc c'est l'effet inverse de ce qu'on recherche. C'est pour ça que c'est important de manger à sa faim. Manger des grosses portions n'est pas forcément un problème. Après, ça ne veut pas dire de manger n'importe quoi, c'est sûr, mais on peut tout à fait faire 2-3 petits ajustements, et puis quand même manger à sa faim. Quand vous avez parlé de calories, c'est un peu le mot magique, c'est-à-dire que, ma foi, on nous dit, un homme, je crois que c'est environ 2000 et quelques calories, c'est un peu plus qu'une femme. On le prend en compte, ça, quand même, justement, quand on veut... Non. Non, bon, Non. au moins la réponse est claire. Non, les calories, c'est un système un petit peu... c'est très archaïque comme système. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'unité de mesure pour mesurer l'énergie d'un aliment. C'est Lavoisier qui a inventé ça au XVIIIe ou XIXe siècle, je ne me souviens plus. Il a mesuré la quantité de CO2 qui s'échappe d'un aliment lorsqu'on le brûle, lorsqu'on lui met le feu. Donc c'est assez archaïque quand même. C'est ça qu'on mesure en fait avec les calories. Ce qui fait que ça décrit peut-être un aspect énergétique de l'aliment, mais ça ne décrit pas la qualité de l'aliment. C'est-à-dire que 100 calories d'épinards, par exemple, ça n'a pas du tout le même impact sur soi que 100 calories de beurre, de sucre, de bonbons Haribo. Voilà, c'est pas les mêmes produits, ça n'a pas les mêmes effets sur le corps. Et ça, c'est important de mesurer plutôt la qualité du produit que la quantité d'énergie, de calories. Alors est sorti il y a pas longtemps, justement, enfin je dis pas longtemps, mais ça commence à rentrer dans nos habitudes, justement, le fameux Nutri-Score, quand on va au supermarché ou quoi. Là aussi, si on mange que du A, techniquement, on est quand même en meilleure santé, c'est mieux. Alors, je vais vous décevoir parce que c'est à la fois bien et à la fois pas bien. C'est-à-dire que ce Nutri-Score, c'est une bonne idée, ça part d'une bonne démarche. L'idée, c'est de pouvoir identifier facilement des aliments qui sont de mauvaise qualité. Voilà. Le problème, c'est que pour jouer le jeu, les industriels de l'agroalimentaire ont mis dans la négociation pour la mise en place du Nutri-Score le fait de pouvoir déterminer eux-mêmes le comité scientifique qui participe à la notation de ce Nutri-Score. C'est-à-dire que les personnes qui font la notation sont des personnes qui sont choisies par les industriels. Donc ça amène déjà un certain nombre de limites. Et puis dans les critères de la pondération pour l'algorithme de calcul de ces notes-là, en fait il y a des astuces assez simples pour les industriels pour augmenter artificiellement une note. On se retrouve du coup avec des produits, des céréales célèbres du petit déjeuner pour les enfants par exemple qui ont un Nutri-Score A alors que ce sont des produits les céréales, on le sait, c'est bourré de sucre, c'est chimique presque au possible. Oui, effectivement, c'est pas bon. Et pour le coup, le beurre est noté, je crois, enfin voilà, alors que quelquefois, on peut mettre un peu de beurre dans ses aliments sans avoir trop de problèmes, quoi. Effectivement, c'est quelque chose de très juste. Il faut bien comprendre que plus les aliments sont naturels, plus les aliments sont bruts, meilleurs ils sont pour la santé. C'est-à-dire qu'il vaut mieux consommer un aliment brut comme du beurre, qui est pratiquement pas trop transformé, enfin voilà, il y a une transformation assez faible, plutôt que de la margarine. Même si sur le paquet, le marketing de la marque fait croire que c'est un produit miraculeux qui va vous enlever le cholestérol ou je sais pas quoi. Il vaut mieux s'orienter vers des produits qui sont les plus simples possibles. En fait, il faut un petit peu manger comme nos anciens. Et voilà, des produits bruts, des produits qui sont plus proches de la nature. Plus les produits sont transformés, plus ils sont mauvais pour le corps et plus ça génère un certain nombre de maladies chroniques
Alzheimer, cancer, ce genre de choses. Eh ben, on va en reparler dans quelques instants. Julien Rochat, vous restez avec nous, vous êtes fondateur d'Alimentation Positive. Avec toujours notre invité Julien Rochat, fondateur d'Alimentation Positive. Alors c'est vrai qu'on a dégagé un petit peu le fait en première partie. Allez, on le sait. Maintenant, le Nutri-Score, enfin les calories, pardon, oui ou non. Le Nutri-Score, non plus en soi. En règle générale, si on peut dire quelque chose, on ne fait pas confiance aux industriels pour notre nourriture, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que le message, c'est que, ok, ce Nutri-Score, c'est intéressant, pourquoi pas, mais la notation actuelle est un peu tronquée. Par exemple, les industriels ont une astuce facile pour augmenter la note. Un des critères, c'est la présence de fibres alimentaires. Et il y a certains industriels qui utilisent un additif qui s'appelle la méthylcellulose pour augmenter artificiellement la teneur en fibres de leur aliment et donc gagner une note. Et en fait, la méthylcellulose, c'est de la fibre de bois. Donc on se retrouve à bouffer des trucs comme ça. Voilà, une note élevée ne veut pas dire... L'apport nutritif de la fibre de bois, effectivement, je pense, c'est à discuter. En fait, c'est pas forcément qualitatif. Les industriels savent comment s'y prendre. Donc attention, ne déléguez pas la responsabilité de votre santé, de votre alimentation aux industriels. Vous me disiez hors antenne pendant la chronique, plus un produit est emballé, plus l'industriel cherche à cacher quelque chose. En somme, comment il faut faire pour bien s'alimenter ? On passe la porte du primeur, du boucher, là il n'y a rien à cacher, on voit le produit tout de suite. Par exemple, c'est vrai que là, au moins, on voit ce qu'on achète. On peut se poser la question, effectivement, plus le produit est caché, plus le produit est emballé, il faut s'interroger pourquoi l'industriel a besoin à ce point-là de cacher son produit. C'est peut-être parce que c'est moche, peut-être que c'est vilain, c'est pas beau. On a parlé des bonbons tout à l'heure. La plupart des bonbons sont fabriqués avec des déchets d'abattoirs. C'est pas des types de produits qu'on mangerait. Pourtant, par la magie de l'industrie, ils arrivent à en faire un produit émotionnel fabuleux où les gens veulent et on reveule. Donc attention, il faut savoir ce qu'on mange. Et une petite astuce très simple, on retourne le paquet, on lit la liste des ingrédients. S'il y a des ingrédients qu'on ne connaît pas, on repose le paquet, tout simplement. Alors là, on va reposer beaucoup des paquets. Pas forcément, parce qu'il existe souvent des produits qui sont les mêmes, mais dans un conditionnement un petit peu différent et qui contiennent que le produit. Par exemple, la crème, on peut trouver des produits qui sont avec juste de la crème. D'autres vont contenir de l'amidon modifié de maïs, des choses comme ça, tout un tas d'additifs qui font grossir, qui rendent malade, etc. Plus il y a de produits en somme sur la liste des ingrédients, moins bon c'est quoi aussi. On n'a pas besoin parce que l'amidon de maïs, on peut se dire allez, on connaît. Mais dans la crème, effectivement, il n'y en a pas besoin. Dans la crème, il y a besoin de la crème. C'est sûr. Voilà. On fait pas de la crème avec du maïs. Ça n'existe pas. Mais pourtant, les industriels arrivent à en faire. Donc attention, lisez les étiquettes. Alors, effectivement, lire les étiquettes, parce que j'allais dire, passer la porte du primeur et du boucher, quelquefois, ça peut être plus cher. Il y a un problème aussi de porte-monnaie. On regarde au cas par cas, là aussi. Oui, c'est vrai que c'est une problématique, notamment avec le bio. On sait qu'il n'y a pas de pesticides dans le bio, mais c'est plus cher, donc ça crée aussi peut-être une tension pour certaines personnes. Les supermarchés sont pas non plus toujours catastrophiques, c'est-à-dire qu'il y a aussi un rayon primeur au supermarché. On peut se nourrir bien au supermarché, on n'est pas forcément obligé d'aller toujours dans une épicerie bio ou quelque chose comme ça. Si on le fait, tant mieux. Enfin, pourquoi pas, mais je veux dire, c'est pas une obligation. On peut manger très simplement. En tout cas, c'est un vrai message important que je veux transmettre. Manger sainement n'est pas forcément plus coûteux. Vous pouvez manger très facilement des légumes. Les légumes bruts, ça coûte pas grand-chose. On n'est pas en plus obligé de cuisiner. La plupart des légumes peuvent se manger crus. Des tomates, on peut les manger crus. Des carottes, on peut les croquer. Enfin voilà, je veux dire, on n'est pas obligé non plus de passer des heures en cuisine. On peut aussi manger des œufs. C'est très nourrissant. Ça tient bien au ventre. Enfin, c'est pas cher. Donc voilà, on n'est pas obligé de devenir un chef 3 étoiles et de passer des heures en cuisine. Et on n'est pas obligé de dépenser une fortune pour bien manger. Et puis pour le coup, vous allez peut-être rejoindre, ou pas d'ailleurs, une nutritionniste qu'on avait reçue et qui nous disait, achetez des produits bruts. Attention, mais congelé, là aussi on peut gagner un petit peu en prix et ça reste, on a presque toutes les teneurs quoi.
Alors effectivement, c'est une bonne question, on me la pose souvent. Il vaut mieux consommer des produits surgelés que des produits en bocaux, par exemple. Les produits surgelés, ils sont bien, ils sont bons, à la condition qu'ils soient bruts, effectivement. C'est-à-dire que on a parfois des légumes surgelés qui sont poêlés du Sud ou avec ce type d'appellation. En général, là, ça correspond à des produits qui sont en réalité cuisinés, où il y a du sel, des additifs, du sucre, tout un tas de choses cachées dedans. Donc ça, ne les achetez pas. Mais par contre, vous pouvez tout à fait acheter des brocolis surgelés, des haricots surgelés, etc., qui sont bruts, et les consommer. Et effectivement, la surgélation est un procédé de conservation qui est très bon parce que ça conserve les vitamines. Donc, pas de souci avec les surgelés. Alors, on l'a dit, manger sainement, on le redit, ça veut pas dire se priver. Aller un fast-food de temps en temps, ça fait pas de mal, faut juste pas y aller tous les jours, quoi. Effectivement, c'est la répétition qui crée la problématique. C'est comme le tabac. Si vous fumez une cigarette dans votre vie, je veux dire, vous n'allez pas tomber malade, etc. Par contre, c'est si vous fumez tous les jours que là, la question commence à se poser et votre corps commence à s'empoisonner. C'est la même chose avec l'alimentation. Voilà, vous pouvez manger des aliments qui sont mauvais. Votre corps est capable de les encaisser, sauf si c'est répété. Et au bout d'un moment, cette répétition, ça crée des phénomènes d'inflammation des tissus, des maladies chroniques, etc. Et ça veut dire que, par exemple, voilà, quand on sait que le midi, on peut mal manger parce que on est entre deux pauses de travail, on va chercher un sandwich à la boulangerie ou quoi, on évite. On peut aussi se dire, on cuisine un peu plus la veille de nos légumes bruts, justement, et on les rapporte le lendemain. Oui, tout à fait. On peut soit prendre un Tupperware une boîte de ce qu'on a cuisiné la veille en faisant un peu plus en termes de portions pour pouvoir prévoir pour le boulot. On peut aussi manger un pique-nique très sain, comme je l'ai dit, avec un œuf dur, des carottes, voilà, une tranche de pain complet, un peu de fromage, il n'y a pas de souci. Et puis votre avis, tiens, face à la viande aussi. Alors, passé un temps, évidemment, nos aînés, par exemple, devant, on disait qu'il fallait en manger tous les jours pour être en bonne santé. On sait aujourd'hui que c'est moins le cas. Vous positionnez où là-dessus? Alors, la viande est un produit formidable parce que ça nous a permis dans notre évolution d'avoir un progrès énorme sur la taille de notre cerveau. Grâce à cet apport très fort en protéines qu'est la viande, on a eu un cerveau qui a quasiment triplé. Ça, c'est l'histoire. Voilà. Après, par contre, c'était des époques où ils mangeaient assez peu de viande en réalité. On parle souvent de chasseurs-cueilleurs. En réalité, les premiers hominidés étaient plutôt cueilleurs-chasseurs parce que c'est compliqué d'aller chasser un lapin. C'est beaucoup plus simple de ramasser des noix ou des baies. Et moins dangereux en plus que la chasse. Et par contre, la problématique qu'on a maintenant, c'est que la viande est devenue omniprésente et on se met à en manger à tous les repas. Et donc là, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce phénomène de répétition, ça crée une fatigue en fait. Parce que la viande, il faut savoir que c'est un produit qui est long et difficile à digérer pour le corps. Par rapport à une pastèque, par exemple, qu'on va mettre à peu près 20 minutes à traiter dans notre estomac, un steak de bœuf, on va mettre 4 heures pour le traiter dans notre estomac. C'est long, c'est fastidieux, c'est difficile pour le corps. Ça lui demande beaucoup d'énergie. Et donc, cette fatigue-là, ça crée une usure du corps. Si on mange de la viande tous les jours, au bout d'un moment, ça peut finir par être irritant, etc. Végétarien, alors, ou pas? Le régime alimentaire, là. D'un point de vue scientifique purement, objectivement, effectivement, le végétarisme, donc c'est-à-dire juste avec des produits laitiers et des œufs, mais sans viande ou sans chair de poisson, ça c'est le régime alimentaire qui est optimal pour la santé du corps. Par contre, ça ne veut pas dire que le fait de manger de la viande, ça va rendre mauvais les gens ou que ça va les rendre malades. Bien sûr. Je pense que c'est bien d'adopter peut-être une posture un peu différente, de se dire tiens, je vais essayer de pas trop manger de viande et quand j'en mange, c'est de la viande de qualité, plutôt que d'en manger systématiquement, des choses. Donc flexitarien, maintenant, c'est le mot à la mode. C'est ça, on mange pas de viande la plupart du temps et une fois par semaine, une fois de temps en temps. Ce que font déjà les gens sans se dire que c'est flexitarien d'ailleurs. C'est l'idéal. C'est ça. Oui, parce qu'en plus l'alimentation, la nourriture, c'est de la convivialité. Si on est invité chez quelqu'un puis qu'il nous a cuisiné un beau morceau de viande, peut-être qu'on aura envie d'en manger, donc il faut en manger à ce moment-là. Oui, c'est un bon bœuf bourguignon, c'est quand même dommage de se priver, quoi. Par exemple, donc c'est aussi de la gourmandise, donc faites-vous plaisir en alimentation, ça c'est important.
Faites-vous plaisir. Alors il nous reste 1 minute justement, on va rester sur le faites-vous plaisir. Vous, quel plat, c'est une question très personnelle, hein. Quels sont vos plats préférés? Qu'est-ce que vous aimez bien manger, Julien Rochat? Ah bah moi j'aime bien, j'ai mangé une fondue l'autre jour, j'adore ça, donc je suis originaire de Suisse, le fromage c'est ma culture, j'adore ça. Et puis non mais j'aime bien, moi j'adore aussi les légumes, les crudités, donc j'aime un peu tout en fait. Voilà, mais c'est ce qu'il faut se dire, finalement, manger de tout. Exactement, manger varié, la nature avec nous propose parcimonie. Voilà, plein d'aliments exactement. différents. Merci beaucoup, Julien Rochat, d'avoir été avec nous dans Merci, la Loire en question. Chers auditeurs, on se retrouve demain, évidemment, pour une nouvelle émission.